futurs. Merci, merci cher Erwan. Merci à ceux qui sont en ligne, qui n'ont pas pu nous rejoindre physiquement. Albert David va prendre la parole pendant 40 minutes, voilà, c'est ça. Et puis on aura une série de questions-réponses, de discussions à bâton rompu. Voilà. Ok, donc c'est mieux si je prends le micro quand même. Ouais, je pense. Ok. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, Ibrahima, pour l'invitation et nous permettre de partager ce moment ensemble. Juste quelques mots, moi je suis professeur à Dauphine, sur un poste qui est fléché en management de l'innovation. Il y a très longtemps, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'ESSEC, et ensuite une thèse à Dauphine, puis chercheur aux mines, et ensuite prof à Évry, puis à Normal Sup, à Cachan, puis à Dauphine. Donc en management de l'innovation. Et entre autres choses, j'ai créé en 2013 le Cercle de l'innovation dans le cadre de la Fondation Dauphine, le Cercle est une plateforme collaborative université-entreprise. Moi, je suis un chercheur très terrain. Aux mines, on a pratiqué de la recherche collaborative ou de la recherche-action, comme on dit beaucoup. Et mon idée, c'est que la recherche en management, elle naît de collaboration autour de situations problématiques concrètes. Sauf que ces situations-là, c'est mieux si elles ont un potentiel de recherche, c'est-à-dire si pour avancer sur ces situations à résoudre, il faut commencer par aller fabriquer de la théorie pour les penser autrement. Et ensuite, évidemment, c'est sympa de tenir l'autre côté de la corde et d'inventer des outils, des méthodes, d'accompagner. Et donc, historiquement, j'ai travaillé avec des chercheurs, des managers, des consultants de différentes façons, sur différentes méthodologies. Je vous raconterai ça si vous avez des questions. Et puis, la dernière chose intéressante en date à vous mentionner, c'est la création du musée du management. On est les premiers, je crois, j'ai demandé à mes collègues un peu partout sur la planète, il y a déjà des objets de management exposés ici et là, mais il n'y a pas de musée du management. Donc on est un peu pionnier peut-être là-dessus, et ça suscite un intérêt assez incroyable auprès des étudiants, des collègues, et surtout des managers et entreprises. On a pas mal de visites d'entreprises. Bref, donc ça explique aussi que aujourd'hui, à la fois je vais répondre à la question, et en même temps, je vais surtout vous proposer des pas de côté, quelque part en arrière, historiquement, et puis aussi quand même quelque part en avant. Et donc, je ne vais pas prétendre épuiser le sujet. C'est très piégeux comme sujet. Il faut sortir de travail prescrit, travail réel, même si c'est important. Et il faut jouer un peu sur les mots pour poser le problème. Et donc, je vous proposerai une petite balade en univers, comment on peut penser cette question-là, le travail réel du manager. Je précise tout de suite que chaque fois que je dirai du manager, ça voudra dire aussi de la manageuse, bien évidemment. Je vous propose d'aborder ensemble 7 points. Petite intro, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? On va imaginer ce qu'un manager va répondre à cette question. Et en premier point, première description du travail du manager à travers un témoignage que j'ai trouvé équilibré et intéressant. Ensuite, on se posera la question de, ok, le travail réel du manager, on peut essayer de le décrire, mais c'est quoi le bon niveau de description? Au fond, si on veut décrire cette salle, on peut la décrire à travers des gens qui sont à l'intérieur et du mobilier, on peut la décrire à l'échelle des atomes ou des molécules, on peut la décrire à l'échelle de l'architecture. Plus globalement, c'est quoi le bon niveau de description? On va à quel niveau de détail quand on veut décrire le travail du manager si on veut que la description corresponde à ce qu'il fait réellement? Ensuite, on fera un peu d'histoire et d'étymologie. Au fond, ces mots-là, ils ont une étymologie, management, gestion, administration, c'est intéressant de la connaître. Et il faut se rappeler aussi que le manager est apparu dans l'histoire à un certain moment. Même si on a toujours fait du management, le manager, et en particulier le manager professionnel, il apparaît, fin 19e, et toute la première partie du 20e siècle, et il n'y avait pas avant. Et donc il y aura toujours du management, il n'y aura peut-être plus de manager, ou plus de manager au sens où on l'entend aujourd'hui. Donc la question du travail réel du manager, elle inclut le travail, la réalité du travail, et puis le manager. Ensuite, on essaiera de voir comment historiquement certains auteurs, Fayol, Drucker et d'autres, ont défini le travail du manager. On parlera de travail réel et de style. Vous verrez tout à l'heure comment. Et puis ça nous amènera à parler de l'outillage du manager et des risques du travail déconnecté. Et ensuite, je conclurai sur technique démocratique, technique autoritaire, comment on démonte la méga-machine. Donc ça, ce sera un peu plus subversif. Et puis, on dira en conclusion que finalement, le management, à la fois, c'est le problème, parce qu'il ne va pas toujours bien, et c'est pas le problème, parce que dans le monde qui vient, c'est pas les problèmes de management qui sont en premier. Pour le dire autrement, le management
s'acclimatera aux nouveaux univers, aux nouvelles lunettes à travers lesquelles on sera obligé de regarder le monde. Et donc, de cette façon, ce n'est pas la peine d'optimiser un management tel qu'il est si, j'emploierai l'expression, si l'échelle n'est pas adossée contre le bon mur. Voilà. Question, contestation, révolte? Encore. Ok. Sur le thème, dis papa, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, toi qui es manager? J'ai participé à 3 réunions, j'ai fait un point avec mes 2 collaborateurs. J'ai eu aussi une réunion avec mon chef pour fixer mes objectifs du semestre. Et j'ai préparé une note pour adresser à la DG en appui de la préparation du plan stratégique. Version jargonnante. J'ai eu ma bilate avec mon N+1. J'ai eu un no-go sur mon projet. J'ai reprogrammé un run avec le product owner parce qu'à date, on n'est pas au bon TRL. Et c'est mal barré pour le POC. J'ai préparé la note sur la compliance pour le juridique. J'ai croisé Jacques, on a papoté un peu à la machine à café. Si vous parlez comme ça à un autre manager, il y a des chances qu'il ou elle vous comprenne. Même la version jargon. De toute façon, on ne va pas vouloir avouer qu'on ne comprend pas. En revanche, si vous parlez à quelqu'un qui ne sait rien de la vie quotidienne dans une entreprise, et du management en particulier, il va dire « Oula, soit je ne comprends pas, soit « Non mais d'accord, mais qu'est-ce que tu fais vraiment ?» Cela dit, est-ce que c'est différent pour d'autres professions? Si un charpentier vous dit « J'ai passé mes poutres à la dégauchisseuse, on a installé l'échafaudage, et on a commencé à monter la charpente façon mansard », est-ce que c'est très différent de ce que disait le manager par rapport à son propre métier? Et donc, on sera obligé d'interroger ce que ça veut dire le professionnalisme quand on est manager, comme on est obligé d'interroger ce que c'est que le professionnalisme quand on est charpentier ou médecin. Et aussi, du coup, les compétences, elles viennent d'où? Elles s'apprennent comment? Elles s'éprouvent comment à la réalité? Et donc, la question de la réalité, évidemment, elle est plus compliquée que ce qu'on pourrait penser. Témoignage d'une amie sociologue qui est aussi manageuse, qui gère une équipe dans une grande entreprise. Je lui ai demandé, elle, en tant que sociologue et manageuse, elle dirait quoi? Voici ce qu'elle dit. Le manager doit gérer une équipe, mais aussi rendre des comptes. Il doit dire ce qu'il faudrait faire, comment, avec quelles compétences. Il doit suggérer à A de travailler avec B, par exemple. Aider à faire en sorte que les gens se sentent bien et efficaces dans la réalisation de leur travail. Faire du reporting, répondre à des actions des uns des autres. Gérer les retours, les alertes, les récriminations. S'il ou elle est bon manager, il ou elle va être défenseur de son équipe, de ce qu'elle fait. Il va être un peu agent commercial de l'équipe et des projets qui en sortent ou qui y sont gérés. Un bon manager soutient des prises de risques, il alerte sur l'injustice, il veille aux équilibres. Par exemple, quelqu'un qui passe à 80%, ne pas le laisser s'occuper tout seul des réaffectations de travail sur les autres suite à ça. Pour faire ce que font les ergonomes, suivre l'activité. On peut emprunter une formule HE, c'est toujours elle qui parle, conversation avec les situations. Un manager, c'est quelqu'un qui sait avoir des conversations avec la situation. Et ça tombe bien parce qu'en vieux français, converser, ça veut dire vivre avec. Le manager est un wheeler, pas un winner, un wheeler. On ne gère pas que des personnes, on gère des situations dans lesquelles il y a aussi des non-humains. Et la question du bon management, pas seulement du bon manager. On peut être plus ou moins bon, il peut y avoir des moments de bon management. Je peux citer la personne, Céline Mounier, sociologue, docteur en sociologie, école Saint-Saulieu et sociologue chez Orange. Ok. C'est plutôt sympa ça. Il y a plein de gens qui font du middle management et un peu plus haut et un peu plus bas qui trouveraient que c'est une vision sympa, équilibrée, exigeante quand même, de ce que fait un manager. Et donc si on est d'accord avec cette description, il y a au moins 3 questions qui se posent. Qu'est-ce qui peut faire qu'en réalité le manager ne fait pas ça? Qu'est-ce qui se passe quand le système ne reconnaît pas la réalité de ce travail? Et, ce que je disais en introduction, est-ce qu'on est au bon niveau de description si on veut parler du travail réel du manager? Les situations dans lesquelles le manager ou la manageuse pourrait être empêché de réellement travailler comme ça, il y en a au moins 5. Incompétence, ou impossibilité d'acquérir les compétences. Donc, c'est pas que la personne est incompétente, c'est qu'on ne lui fait pas passer les épreuves qu'il faut et on ne la met pas face à des situations avec lesquelles il faut se frotter. L'anglais parle de coping, se frotter à une situation, to cope with. C'est Paul Valéry qui disait « on pense comme on se heurte ».
Deuxième catégorie, situation toxique, collectif abîmé, climat hostile. Troisième raison, excès de process, manager trop prescrit. Je suis normalisé dans tous les sens, je ne peux plus bouger. Contrainte à supporter trop forte et contradictoire, pas seulement trop forte, contradictoire. On parle du mur d'apprentissage à un moment donné chez Renault, dans les travaux de Cédric Dalmasso, mon collègue au MIN. C'est quand l'ingénieur qui est pourtant élevé au biberon de « je suis payé pour résoudre un problème et mes compétences c'est ça », se dit « je ne vais pas y arriver ». Ça a des conséquences graves. Hein. C'est des entreprises où il y a aussi des burn-out et des suicides. Et puis la cinquième raison, c'est la perte de sens. Tout ça, ça existe et ça peut empêcher que le manager ne fasse ce que mon ami sociologue nous suggère. L'irréalité du travail du manager, du coup, elle peut venir de deux choses. Soit le travail n'est pas réel, il ne travaille pas vraiment, ou alors c'est complètement en apesanteur. Je ne sais pas ce que mon manager peut bien faire de ses journées. On est pas mal de gens à observer ça, ici et là. Corollaire cynique, il n'y a rien de plus dangereux qu'un manager qui n'a pas assez de travail. Et puis l'autre aspect, c'est que ce travail est sous-estimé, invisibilisé, un peu comme on invisibilise l'économie non marchande ou le travail historiquement des femmes à la maison, ou ce genre de choses. Et donc on va considérer que tout ce qui est fait, c'est normal et c'est même pas à intégrer dans une description qui serait intéressante. Donc, du management empêché, au total. Quel niveau de description pour appréhender le travail réel du manager? On peut reprendre les termes de cette petite interview que j'ai menée avec la sociologue. Elle dit « faire en sorte que chacun se sente bien et efficace ». Ça paraît très clair comme ça, mais concrètement, on fait comment? Est-ce qu'il faut aller plus dans le détail? Est-ce que quelqu'un à qui on explique que c'est ça qu'il va devoir faire, c'est bon, il a pigé et il s'est essayé? S'il s'est essayé, est-ce que c'est des qualités un peu innées qu'on a tous? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut apprendre quelque part? Ou est-ce qu'il faut aller plus loin dans le niveau de description? Vous allez retrouver le syndrome de la recette de la pâte à crêpes, d'accord? Ou plutôt, le moment de la recette où vous allez faire les crêpes. On va vous dire, versez la pâte dans une poêle préalablement chauffée. Mettez un peu de matière grasse dans la poêle, faites-la chauffer et versez la pâte. C'est beaucoup plus ambigu qu'il n'y paraît. La poêle chauffée combien de temps? Comment? Matière grasse, quelle quantité? Mettre la pâte à crêpes, je mets tout le saladier? Bien sûr que non. Vous voyez? Donc, dans toute prescription, il y a évidemment, je ne vous apprends rien, des choses explicites et des choses implicites, et c'est souvent plus ambigu qu'on ne croit. Jusque-là, ce n'est pas trop le problème. Le problème ici, c'est les savoir-faire qui sont derrière. Si je suggère à A de travailler avec B, comment j'en ai l'intuition? Comment je pense que c'est ça qu'il faut faire? En quoi je pense que c'est une solution à quoi? Comment je leur dis? Comment je vérifie que c'était une bonne idée? Le débutant soucieux de bien faire et peut-être un peu besogneux poserait des questions de ce genre. Entre produits de l'élite, pour le dire comme ça, il est évident qu'on va comprendre ce que ça veut dire. Ce serait même vulgaire de demander des détails. Ça prouverait que vous n'avez pas compris. Ça rejoint chez un certain nombre de managers le problème que je n'aborderai pas ici, mais qui est que peut-être un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur ont élevé les gens en leur confiant une confiance, enfin en leur conférant une confiance en eux un peu exagérée. Et ce genre de choses. Je vais prendre un exemple un peu différent sur le niveau de description. Dans les années 50, General Electric a fait publier 4 tomes qui s'appellent « Le management professionnel chez General Electric ». Ils sont au musée du management, venez voir. Et juste pour donner un tout petit peu de contexte, GE se rend compte qu'ils ne sont pas du tout assez décentralisés. La DG est complètement submergée de décisions opérationnelles à prendre. Et puis, Cordiner, le nouveau directeur général, trouve qu'il y a trop de baronnies. Il y a 11 grands secteurs industriels chez GE. Et donc, le fait de décentraliser résout à la fois le problème de court-circuiter les baronnies et de libérer la DG du surcroît de décisions opérationnelles à prendre. Mais évidemment, quand vous faites ça, vous multipliez le nombre de postes de managers. Il faut trouver X centaines ou milliers de personnes capables de prendre en compte la stratégie de la boîte et puis de gérer un certain nombre d'objectifs à atteindre
avec une carte relativement blanche pour y arriver. Et ils se rendent compte qu'il n'y a pas du tout assez de monde, hein. Ils étudient 2 ou 3 000 CV des gens de la boîte et c'est pas possible, ils ne vont pas y arriver. Et donc ils créent une université interne et ils font écrire par Peter Drucker, par Harry Hopf, par Harold Smithy, qui est lui-même chez Geely, vice-président de la division consulting, 4 tomes qui s'appellent le management professionnel. Et on a aussi les 5 tomes du programme de formation qui va avec ces bouquins-là. Et il faudrait 2 heures rien pour parler de ces livres-là, mais ces livres, 1950, c'est le point d'apogée du manager professionnel tel qu'il apparaît au cours de la première moitié du XXe siècle. Et donc, on peut considérer que c'est une sorte de Bible, au moins temporairement. On peut même considérer, je n'ai pas le temps de développer ça, mais c'est important, que ça constitue une des réductions en art possibles du management. Pour votre culture, si vous ne connaissez pas, la réduction en art, c'est ma collègue Hélène Vérin qui a popularisé ça pour l'avoir beaucoup étudié dans les années 2000. La réduction en art consiste à rassembler des savoirs épars pour un type d'activité. Par exemple, vous trouvez à l'époque de Vauban des ouvrages qui s'appellent « De la forteresse expliquée et démontrée » ou « De la fortification expliquée et démontrée ». Et donc, on rassemble des savoirs épars, on les synthétise au moyen du schéma, des mathématiques, de la rhétorique, de la démonstration. Donc, c'est des savoirs mis en forme pour être transmis et qui se présentent comme étant validés par la pratique et peut-être par un peu de raisonnement plus théorique. Et elle ajoute « contribuer ainsi au bien public ». Ça, c'est un autre débat, mais quand même, c'est important. Et donc, on peut considérer qu'en management, un bon manuel de management, théoriquement, c'est de la réduction en art. Donc, on a rassemblé là un ensemble de pratiques qu'on a ordonnées pour être ensuite enseignées. Là, c'est pas tout à fait ça, on va y revenir un peu, parce que, à la fois, c'est une bible de qu'est-ce qu'il faut faire quand on est manager, et en même temps, on en profite pour mettre ce que ça devrait être un manager. C'est pas tellement qu'on attend d'expérience que ça, donc il y a une part à trouver entre ce qui est issu de l'expérience et puis ce qui est issu d'une forme d'idéal argumentable, on va dire. Mais quand vous ouvrez ces ouvrages-là, on vous dit, bon, bah, manager, c'est planning, organizing, integrating, measuring. Planifier, organiser, intégrer, mesurer. OK ? On vous explique ce que ça veut dire, et on détaille. C'est-à-dire que là, par exemple, sur l'activité de planning, on vous dit, c'est déterminer les objectifs, établir des politiques, formuler des plans, faire que les objectifs soient connus, utiliser les résultats des activités de mesure pour réajuster continuellement le travail de planification, et ce genre de choses. Et une fois que vous êtes à ce niveau-là, vous tournez les pages et vous avez à nouveau les subdivisions pour la subdivision, c'est-à-dire déterminer les objectifs, making sharp, clear analysis of past and present trends, donc faire des analyses pointues et claires des tendances passées et présentes, thinking ahead, hein, donc penser un peu en avance, se projeter, making sound practical forecasts, bon, anticiper, choisir, sélectionner, éviter la confusion, la rigidité, la stagnation, accepter le changement, la flexibilité, le progrès, et au fond, regarder tout ça de façon créative et constructive. C'est intéressant, parce qu'à la fois c'est plus précis, et en même temps, on ne sait toujours pas vraiment comment il faudrait faire, de telle façon. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarder dans le futur de façon créative et constructive. On voit bien ce que ça veut dire, mais on voit bien que là-dedans, il y a au moins autant des savoir-faire techniques que le fait de promouvoir une attitude, voire des principes moraux ou éthiques. Il y a même un schéma où on vous dit une image générale du travail du manager, et on vous dit par exemple, un manager professionnel leads rather than commands. Il conduit plutôt, il éclaire plutôt qu'il ne donne des ordres. Il cherche des patterns, 6 patterns to guide his thinking. C'est intéressant parce que pattern, là on est en 1952, qui a parlé de pattern en premier? C'est Wiener en 1948, ses travaux sur la cybernétique. Et sur le même schéma, on vous parle du feedback, comme produisant, je cite, un gain dynamique. Le feedback, c'est pareil, c'est Wiener. Ça veut dire que le management de cette époque-là se vit et peut se démontrer comme relativement cybernétique dans son esprit. Cybernétique, Kubernetes en grec, le pilote, c'est la même racine que gouvernail. D'accord? Bon.
Donc on voit qu'il y a une question de pilotage des organisations et que la vision cybernétique, ici, elle est assez simplement exprimée sur le fait que planifier, organiser, intégrer, mesurer, et le résultat de la mesure va rétroagir sur les 3 autres éléments de la boucle. Et donc on va piloter, au sens où on pilote un avion avec des instruments. Donc vous voyez que là, le niveau de description, il est en partie réglé par, on a des catégories et des sous-catégories et des sous-sous-catégories, et puis il y a du texte qui va encore expliquer, illustrer tout ça. Pour autant, on n'a pas le détail de la recette. Et est-ce qu'on l'a jamais, le détail de la recette? En tout cas, ça laisse entrevoir une discussion sur la nature technique du management. Mais avant ça, on va faire un peu d'étymologie. Pardon pour ceux qui ont déjà entendu ça une ou plusieurs fois de ma part, mais je pense que c'est important qu'on partage ça. Tout simplement, manager, ça vient de ménager en français. Et quand vous regardez un bon dictionnaire, ménager, ça veut dire employer quelque chose avec économie, avec mesure, pour l'utiliser au mieux, comme dans l'expression ménager sa monture ou ménager ses effets. Vous voyez qu'il y a une combinaison de recherche d'efficacité, parce qu'on a un objectif à atteindre, et en même temps d'allocation raisonnée des ressources. Et donc on sent venir des mots comme discernement, comme responsabilité. On sent qu'il y a un savoir-faire d'habileté derrière. Certains utiliseront mieux leurs ressources que d'autres. Préserver son corps, ses forces, pour pouvoir continuer d'en bénéficier. Je me ménage. Ménager ses collaborateurs, ne pas les faire travailler de façon excessive, leur mettre raisonnablement la pression. Bon, c'est clair, en même temps, c'est pas toujours facile. Si vous avez vu Whiplash, par exemple, le film avec le chef d'orchestre de jazz et le jeune batteur, ou si vous avez lu des témoignages un peu anciens, parce qu'ils ont beaucoup évolué, des grands chefs cuisiniers qui passent leur temps à engueuler leurs commis, et le chef d'orchestre qui vous dit « mais si je ne fais pas pleurer mon premier violon, il ne va pas me donner son maximum ». C'est intéressant en management. Qu'est-ce qu'on fait en management avec cette phrase-là? Il y a une vieille pub pour les glaces Gervais qui met en scène Charles Gervais, maître pâtissier, et il passe son temps à engueuler tout le monde, il est absolument désagréable, horrible, et le slogan à la fin c'est Charles Gervais. Il est odieux, mais c'est divin. D'accord? On fait quoi avec cette phrase en management? Lui, il n'a peut-être pas ménagé ses efforts, et il a un niveau d'exigence, mais du coup, éthiquement parlant, est-ce que c'est raisonnable, est-ce que c'est acceptable de faire pleurer les gens, ou d'avoir les mains du jeune gars en sang, le jeune batteur dans Whiplash? Traiter quelqu'un avec certains égards pour ne pas lui déplaire, le fatiguer, ménager sa susceptibilité. Pratiquer une ouverture, un passage, la ranger, la maintenir, presque au sens d'aménager. Ça, c'est intéressant. Le manager doit indiquer des directions, ménager des ouvertures pour ses collaborateurs. D'accord? Je guide, je facilite. Je manage l'énergie de mes troupes au lieu de manager le détail de leur travail. Et puis, préparer quelque chose à quelqu'un, l'organiser pour lui. Je t'ai ménagé, c'est un peu vieillot, une fête dont tu vas te souvenir. Ce genre de choses. Bon, mais management, il y a une autre racine. Maneggiare, en italien, c'est exercer un cheval au manège et par extension manœuvrer habilement. Enfin, exercer un cheval au manège, c'est dresser. Donc, manager, c'est dresser. Mettez autant de guillemets que vous voulez, mais il y a du dressage. À minima, on transmet des codes. À maxima, on éduque à se comporter de certaine façon. Quelque part, dans le fait qu'une entreprise ait une culture très forte et que vous finissiez par l'adopter parce que c'est comme ça, et que si vous y dérogez, ça se voit tout de suite, donc acquérir les codes, épouser la culture de la boîte, finir par l'intégrer, avec des rites initiatiques qui font qu'on va garder les gens les plus capables d'eux. Si vous êtes dans une boîte qui a une grosse culture de la compétition, vous allez demander à vos managers de, par exemple, licencier sans ménagement, pour le coup, des gens. Et s'ils sont capables de le faire sans ménagement, c'est bon, vous les gardez, parce qu'ils auront pigé la culture de la boîte, si c'est ça la culture de la boîte. Et donc, c'est une question qui se pose aussi. Le travail réel du manager, la réalité se mesure aussi à l'aune de qu'est-ce qu'on attend des gens. Et ce n'est pas la même chose suivant les endroits. Et enfin, mana, la main qui dirige, la main qui donne à faire. Donc manager, c'est savoir faire faire. Bon. C'est mieux que la définition qu'on trouve ici ou là, management, ensemble, direction d'une entreprise et ensemble des moyens qu'elle a pour diriger. D'accord, c'est un peu tautologique. Et une chose importante, c'est que si vous avez grandi dans une culture francophone,
alors vous n'avez pas besoin d'ouvrir le dictionnaire pour connaître la signification du mot ménage ou ménager ou ménagement, ce qui veut dire qu'un certain nombre de subtilités sont acquises automatiquement, et vous sentez bien que si je dis de quelqu'un il faut que je le ménage, et si je dis de quelqu'un il faut que je le manage, ça ne sonne pas pareil. Comme si le fait d'avoir pris le mot anglais sans l'intimité avec la culture qui l'a donné naissance autorisait une forme de violence dans le traitement des gens. Gestion. Je commence par le bas puisque j'ai mal géré l'animation sur la diapo. Peut-être que moi, vous vous rappelez vos cours d'histoire du Moyen-Âge en 5e ou en 6e ou en 4e, et on vous a parlé de Roland à Roncevaux, le preux chevalier entouré de ses troubadours, et il y a un truc qui s'appelait la chanson de geste. La chanson de geste, c'est une chanson qui chante les louanges, les exploits du chevalier. D'accord ? Donc, dans gestion, il y a geste, hein, quand même. Donc, c'est pas mal pour nous, si dans gestion, il y a exploit. C'est bien parce que si aujourd'hui un homme politique dit à un de ses collègues, mon cher ami, vous avez une conception purement gestionnaire de l'action publique, c'est pas un compliment. C'est pas noble la gestion. Et le langage courant d'ailleurs a retenu un sens beaucoup plus intéressant, beaucoup plus noble. Quand on dit t'inquiète, je gère, ça veut dire j'assume, je prends la charge. D'accord ? Et après, si on dit ouais, t'as géré sur ce coup-là, t'as géré, ça veut dire t'as assuré. D'accord ? Ça veut dire que tu as réussi, mais tu as assuré au sens aussi, tu as pris la responsabilité. Donc on sent bien que dans gestion, il va y avoir une combinaison de responsabilité et aussi de rationalité, parce qu'il va falloir avoir des résultats pratiques. Si vous baladez dans Rome, dans une certaine rue dont j'ai oublié le nom, vous verrez un texte d'Auguste, dont un extrait est projeté sur la diapo. Ça s'appelle « Les hauts faits de l'empereur Auguste ». Et mes collègues des mines ont travaillé avec Moira Crété, qui est une latiniste spécialiste de Rome, pour relire ce texte-là, parce qu'il y a quand même « res gestae ». On a traduit par les hauts faits, c'est cohérent avec la chanson de geste, mais quand même, les choses de gestion, littéralement. Divi Augusti, du divin Auguste. Ça, c'est 40 après Jésus-Christ. Okay ? Et dans ce texte-là, Auguste reprend la pensée de Cicéron. Cicéron, c'est à peu près 60 avant Jésus-Christ. Et comme vous savez, Cicéron est un penseur de la chose publique. Et dans sa définition de la République, il y a les vertus du citoyen. Et dans les vertus du citoyen, il y en a plein qui sont très, très belles et qu'on pourrait méditer. Mais en gros, si je résume, il y a des notions d'honnêteté et de bienveillance. Cicéron veut créer une éthique publique, une sphère morale de l'action, et une sphère sociale de la bonne gestion, qui doit être juste, mais aussi bonne pour tous. Donc, dans ce texte d'Auguste, on définit la bene gesta, la bonne gestion, comme une action réussie, juste et bénéfique à tous. Pas mal. C'est bête, on a médité que réussi depuis 2000 ans. Pourquoi on a passé à la trappe le juste et bénéfique à tous? Pas partout, pas tout le monde, enfin quand même. Quand on voit ce qu'on voit. On sait ce qu'on sait. Oui, on fait bien de penser ce qu'on pense, puis de rien dire, comme disait ma grand-mère. Donc, Auguste applique à des situations de gestion la pensée politique républicaine de Cicéron, et ça c'est absolument intéressant comme fondation du mot gestion. Donc, un modèle de l'action réussie, juste, honnête, bienveillante, généreuse, res gestae. Administrer, je vais vite, en très vieux français, prêter son aide, prendre soin d'eux, ça c'est le Xe siècle, fournir quelque chose à quelqu'un, administrer un sacrement, un traitement, administrer la cité, en vieux français de 1265, administrer justice, 1485, et après la Révolution, diriger, organiser. C'est intéressant parce que finalement, dans les trois termes, ménager, si je prends ce sens de manager, gérer au sens de juste et bien bénéfique à tous, c'est pas seulement réussi, et administrer au sens de prendre soin d'eux, on a quand même toute une dimension de care, comme on dirait aujourd'hui, qui a peut-être été un peu négligée, et on peut se demander d'où vient cette espèce de cynisme de l'action qu'on trouve assez souvent sur le thème si tu n'es pas capable de faire ça, c'est que tu n'es pas un bon manager. Bah, ça, au sens faire des choses pas bien, quoi. Ça veut dire très concrètement qu'enseigner le management, c'est au moins autant enseigner des techniques et de l'histoire et une philosophie de l'action que des valeurs, que de l'instruction civique. Un cours de management, c'est un cours d'instruction civique pour partie. Mais y compris, ça se théorise en management. Les outils les plus puissants du monde, ce n'est pas des outils d'indicateurs de performance, c'est des cultures. C'est des causes partagées. C'est ça qui mobilise les foules, même dans le débat politique aujourd'hui.
Beaucoup m'ont dit, mais ça fait rêver qui, hein, 44 milliards d'euros d'économie. Oui, les droits de notation, d'accord. Je ne dis pas qu'il ne faut pas économiser, c'est juste, il faut être câblé de telle façon pour que ça fasse rêver en quelque sorte. Vous voyez, c'est quand même spécial. Surtout quand par ailleurs il y a plein de problèmes. Donc c'est juste un commentaire analytique, hein, ne déduisez rien sur ce que je pense, mais quand même. Ok. Invariant typologique et l'essence du manager professionnel. Je vais essayer d'aller vite parce que l'heure tourne. POIM, c'est General Electric années 50. Planifier, organiser, intégrer, mesurer. Mais il y a quelqu'un qui a dit ça bien, peut-être mieux avant, c'est Fayol en 1916. POC. Prévoir, organiser, coordonner, contrôler, commander. Je ne suis pas sûr que GE, ils avaient lu Fayol parce que la première traduction de Fayol aux États-Unis, c'est 1949. Il y a une traduction en Angleterre en 1927. Gulick a fait, ou Ulrich, je ne sais jamais lequel des deux, a fait une magnifique préface à l'édition américaine, dans laquelle il critique d'ailleurs certains choix des traducteurs. Notamment, il regrette que prévoyance ait été traduit par planning. C'est beaucoup plus subtil, prévoyance. Chez Fayol, prévoyance, c'est scruter l'avenir et organiser des solidarités pour accompagner le corps social. Comme dans caisse d'épargne et de prévoyance. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que planning, en première analyse, on planifie. Et puis, voilà. Il y a un débat aussi sur les Américains ont préféré mesurer à contrôler. C'est intéressant. On dit mesure, c'est plus ouvert et c'est plus rationnel. Contrôle, ça fait un peu hiérarchie. Ça va. Il y a du débat, mais en tout cas, plusieurs auteurs, historiquement, POC pour Fayol, POIM pour GE, POPSCORD pour Gulick aussi, planifier, organiser, budgéter, etc. Mintzberg aussi en 2005 ou en 2009, je ne sais jamais, dit managing, c'est framing, scheduling, communicating, controlling, dealing, linking, leading, doing. Bon, ok, un peu long. Avec 3 registres, interpersonnel, informationnel, décisionnel. Okay. Okay. Donc des tentatives comme ça, de typologie de l'activité, il y en a pas mal. Mais c'est les deux que je vous cite qui me paraissent les plus intéressantes. Ce que dit Fayol, c'est que l'administration, comprenez le management, fait partie des tâches de la direction générale au même titre que le commerce, la sécurité, les systèmes de production, la finance, et que la DG doit s'en occuper. Donc on retrouve cette tradition chez GE sous la forme un peu plus compacte de POIM. J'ai cité Mintzberg rapidement. On peut se demander quelle est la réalité de tout ça. Et vous voyez bien que la question de la définition du contenu du travail du manager n'est pas indépendante du contexte et des causes historiques des évolutions du management. De telle façon, on peut dire que le travail du manager est prescrit par Fayol, Drucker ou Mintzberg, mais il faut aller un peu plus loin. Fayol, il y a une part de travail réel dans ce qu'il écrit dans la mesure où c'est son expérience. Il écrit ça à la fin de sa carrière professionnelle. Et donc c'est X années d'expérience de la direction d'entreprise qu'il met dans son bouquin. Mintzberg, de son côté, il a commencé par suivre des managers, c'est sa thèse, hein, les bouquins de 73 sur le travail du manager. Les livres de GE ont été écrits par des managers ou par des consultants comme Drucker qui connaissent le terrain. Et au fond, tous ces gens-là avaient des idéaux. Si je prends juste Drucker est assez conservateur en fait dans sa façon de penser. Il aime bien les philosophes conservateurs de la restauration autrichienne, Stahl et des gens comme ça. Et lui, c'est la liberté dans le cadre de la loi. Freedom under the law. D'abord des règles acceptées, et à l'intérieur de ça, une fois que les règles sont acceptées, il peut y avoir de la liberté. Ça se défend, hein, comme concept. Et en même temps, il a un autre rêve. On voit bien, parce qu'il est co-inventeur du management par objectif et autocontrôle, son rêve de concilier l'efficacité bureaucratique, au sens général de bureaucratique, et l'efficacité, le côté intégratif, inclusif de la corporation. Un de ses bouquins les plus connus, 1946, Concept of the Corporation. Donc il dit il faut à la fois avoir des procédures efficaces et en même temps il faut se sentir ensemble. Il faut se sentir une corporation. Est-ce qu'il y arrive, est-ce qu'il n'y arrive pas? Il y a une conversation entre Drucker et Maslow, où Maslow dit à Drucker, c'est bien ton truc, mais c'est complètement utopique. Les qualités qu'il faut au manager pour arriver à faire ton truc, là,
Il n'y a pas assez de monde qui a ces qualités-là. Ok, donc quelle est la part entre réel, prescrit, rêvé dans tout ça? On pourrait en parler. Taylor et Fayol, j'en dis encore un petit mot. Vous pouvez voir Taylor et Fayol comme des gens qui ont rationalisé les choses, sauf que dans les deux cas, il y a une vision chez Taylor du fait que l'entreprise ne se réduit pas à un rapport marchand, et chez Fayol, le fait que l'entreprise, le dirigeant, ça ne se réduit pas à la figure du chef, à l'autorité. Donc c'est intéressant, je reprends les termes d'actuel. Ces gens-là évitent les métaphysiques de l'action, c'est-à-dire les conceptions de l'action dans lesquelles on réduit l'action soit à un acteur unique, soit à un principe totalisant. Le rapport marchand, le chef. Ça c'est acteur unique ou principe totalisant. Et au contraire, Fayol dit, en particulier, le XXe siècle va être l'irruption de la science dans le paysage des entreprises, et ça va obliger à rediscuter les rapports entre travail, industrie et innovation. Donc c'est une vision beaucoup plus large et ambitieuse que ce qu'on réduit souvent chez ces auteurs-là à prévoir, organiser, contrôler aux 14 principes. Je cite Hatchell. Les sciences de gestion modernes ne renaissent pas du développement des grandes bureaucraties d'État, mais de ces nouvelles entreprises scientifiques avec leurs bureaux d'études, leurs laboratoires, leurs nouvelles dynamiques commerciales. L'énigme de la bonne gestion de telles entreprises est liée précisément aux causes de leur naissance, perfectionnement permanent chez Fayol, science du travail chez Taylor, comment dès lors construire et maintenir une rationalité inventive dans le cadre collectif du travail salarié. Ce qui veut dire qu'on invente du management à ce moment-là. Une partie du management contemporain s'invente, et une partie de ce management contemporain, et de là viennent peut-être les difficultés qu'on observe dans le management aujourd'hui, c'est que ça se construit en partie sur une recherche systématique d'efficacité. Et on est encore l'héritier de ce management optimisant là. Et on a peut-être oublié le côté collectif inventif, laboratoire de recherche, etc. Naissance du manager professionnel. On ne disait pas manager professionnel jusqu'au XXe siècle. Personne n'était payé à plein temps pour être manager, ce n'était pas la fiche de poste. Même si l'école des mines a été créée en 1783 pour former des ingénieurs capables de diriger les mines, en français, le mot manager était employé jusqu'à il n'y a pas longtemps uniquement pour désigner quelqu'un qui s'occupe d'entraîner un sportif. Le boxeur avait son manager. Dans l'art, on dit plutôt l'agent. Mais c'est la même chose. Le mot management ou manager apparaît pour la première fois au sens qu'on partage ici, dans le journal Le Monde en 1961, dans l'hebdomadaire L'Express en 1969. Donc réimporter l'anglais. Même si on n'a jamais dit un ménageur ou une ménageuse, hein, pas une ménagère, au passage. Bon, je le fais vite. On est chez Dupont de Nemours, fin 19e. La boîte a grossi beaucoup par fusion-acquisition. Croissance externe, comme on dit. Ils se sont développés dans les explosifs. Dupont de Nemours, c'est 1802. C'est un franco-américain qui crée la boîte aux États-Unis. Ça se développe beaucoup. On a inventé la dynamite, au passage. Et ils ont racheté plein de boîtes. Ils s'aperçoivent que c'est le bazar. Il n'y en a pas une qui est gérée pareil. Et donc, ils montent une mission qui va étudier comment chaque boîte se gère. Ils vont repérer ce qu'on appelait déjà à l'époque les best practices, c'est pas d'aujourd'hui, et ils décident de prendre ces best practices, ces meilleures pratiques, et d'en faire des standards. Donc, le management command and control est remplacé par le management standardisation et contrôle. Premier pas hyper important. Et un certain nombre d'analystes et de responsables d'entreprise vont appeler ça le management systématique. Le management systématique, c'est ce qui arrive quand on réfléchit avant de manager, pour savoir ce que ça veut dire, ce qu'on va faire, etc. Et ensuite, c'est systématique, au sens, on utilise des standards. Toute proportion gardée, c'est un peu la même chose que quand on passe du roman au gothique pour les églises. Église romane, en gros, on se pointe sur le terrain et puis on construit l'église. Avec les cathédrales gothiques apparaît l'architecte. Et donc on fait un plan. Enfin, de toute façon, c'est trop compliqué, il faut faire des calculs. Je ne dis pas que c'est pas compliqué, l'église romane, mais je schématise, j'espère qu'il n'y a pas d'architecte dans la salle, ou de spécialistes de l'histoire des églises romanes, mais il y a cette idée que tout d'un coup, on passe dans un régime de conception différent, qui est plus rationnel, différemment rationnel, plus systématique, et du coup avec des méthodes systématiques. Et donc, c'est pas anormal que Taylor ait pensé inventer une science du travail,
avec sa démarche d'étude des temps et des mouvements et toute l'armada qui est développée avec. Le management contemporain, il est concomitant de la grande entreprise industrielle et donc d'un principe de recherche systématique d'efficacité. Des sociétés pour le développement du management se constituent, l'Association américaine des ingénieurs en mécanique, où était Taylor, la Taylor Society, plus tard l'Academy of Management, 1936 je crois. C'est intéressant de noter que le Harold Smithy dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était vice-président de GE, a été un des présidents de l'AOM qui était non académique. Il y a eu 2 présidents non académiques de l'Academy of Management, dont Harold Smithy en 1962 de mémoire. Burnham écrit La révolution managériale. Il explique que, ça c'est 1941, que le manager est devenu le personnage central de la société, et c'est les managers et les dirigeants d'entreprise qui sont des personnages importants parce que c'est eux qui maîtrisent et qui coordonnent les moyens de production. Et je vais juste faire un petit focus sur Mary Parker Follett, qui est une autrice indispensable. Et en 1941, elle était décédée, mais 2 collègues à elle, Urvik et je ne sais plus qui d'autre, ont publié ces papiers, donc ça s'appelle Dynamic Administration, the Collected Papers of Mary Parker Follett. Et dans ce bouquin-là, je vous conseille de lire, c'est assez intéressant et presque amusant. Il y a 2 chapitres sur à quelles conditions le management peut devenir une profession. 1925, elle écrit ça. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit, Follett? Elle dit une profession, c'est 2 choses. Enfin, pour que quelque chose soit une profession, il faut que ce soit exercé comme une des fonctions nécessaires de la société, et non pas uniquement à des fins de gain privé. Donc il faut que ça rende service. Et 2, il y a l'application d'un ensemble de connaissances prouvées et systématiques. Et elle ajoute une petite liste assez sympa de ce que ça implique, ça. Qu'est-ce qui se passe dans une profession quand elle est bien organisée et bien gérée? Amour du travail, y compris la satisfaction du travail bien fait, travail honnête. Avoir ses propres associations, dans lesquelles les professionnels se réunissent pour mieux exercer leurs fonctions. Établir des normes, maintenir ces normes, améliorer les normes, maintenir les membres à jour de la connaissance des normes, sensibiliser le public à l'importance des normes, protéger le public des individus qui n'ont pas atteint les normes ou qui ne les respectent pas volontairement. Il y a du boulot là. Si vous regardez l'ensemble des gens qui font n'importe quoi en tant que manager, on se dit qu'on a oublié la question de la transmission des doctrines, y compris des doctrines de comportement. C'est pas vrai que tout le monde est naturellement suffisamment costaud pour être sûr de ne pas dériver, décrocher de ce qu'un manager peut et ne peut pas, doit et ne doit pas faire. Et franchement, des fois, le niveau de responsabilité, de compétence, de contrôle de soi qu'il faut pour rester dans l'épure, demandez aux conducteurs de bus RATP comment ils font pour ne pas péter un câble quand ça fait la 15e fois en 2 heures qu'ils se sont pris des queues de poisson, des scooters, Waouh. Donc, vous voyez que c'est pour ça que je disais que quand il y a trop de contraintes contradictoires, trop de pression, ça peut être compliqué. Aujourd'hui, le genre de trempe qu'il faut pour être ministre ou patron d'entreprise, on peut toujours critiquer, mais survivez 24 heures à leur place. Moi, je suis professeur des universités. Imaginons, je n'ose pas imaginer, mais j'ai un coup de fil demain, est-ce que tu veux être ministre de l'enseignement supérieur? Oh, jamais de la vie. J'aurais l'impression que dans les 3 premières minutes, j'aurais dit 2 conneries et fait 3 bêtises. D'accord? C'est totalement miné. Bon, donc, waouh, il faut avoir une sacrée expérience du sérail pour savoir naviguer dans ces eaux-là, quand bien même vous auriez des super idéaux et que vous seriez super honnête. Bon. Donc, par rapport au travail réel, on monte la barre. J'ai bientôt fini. Follett ajoute, protéger les membres de la profession les uns des autres, pas mal non plus. Et elle conclut, une profession implique une responsabilité d'entreprise, elle implique loyauté et fidélité à un ensemble de principes et d'idéaux. Nous sommes fidèles à l'âme de notre travail. 1925. À méditer, très sincèrement, pour développer une forme de sagesse collective, la diplomatie des disciplines, pour reprendre ton terme, si on la croise avec ça, c'est plutôt pas mal. Travail réel et style, je vais aller vite.
toujours Mary Parker Follett. Il y a un mot qui a une signification particulière pour moi, toujours 1925, c'est style. Quoi qu'un homme fasse, qu'il soit homme d'État ou artisan, poète ou joueur de tennis, nous aimons que son activité ait la particularité de ce que nous appelons le style. Le style, cependant, est difficile à définir. Je l'ai vu défini de diverses manières. L'adaptation de la forme à la matière, le calcul des moyens pour parvenir à une fin, la retenue, l'opposition à tout ce qui est bâclé et maladroit, l'exécution d'un acte sans gaspillage. D'autres parlent de style comme d'une conception large, d'une noble proportion. Le travail d'un manager exécuté avec style présenterait toutes ces caractéristiques. Si vous lisez un petit bouquin de Jean-François Billitet qui s'appelle Paradigme, qui est de 2012, et si vous lisez aussi le bouquin de Lockman, La vie solide, Lockman est à la fois philosophe et charpentier, on va dire, et chez Billitet, vous trouvez une petite hiérarchie que j'aime beaucoup. Il dit il y a d'abord des mouvements, puis des gestes, puis un style peut-être. Il prend l'exemple de quelqu'un qui apprend à jouer d'un instrument de musique, d'abord vous faites les mouvements, d'accord? Et puis quand il y a un degré suffisant d'intégration, ça devient des gestes. Et peut-être, si vous êtes très 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 bon, vous allez avoir un style. Pas juste un bon technicien. C'est intéressant parce qu'en management, on parle de style de leadership. Comme si un bon test avec les 4 couleurs, là, suffisait à vous qualifier le truc. C'est n'importe quoi. Très sincèrement, c'est un scandale intellectuel et pratique, malheureusement, pour ceux qui en sont victimes. Parce qu'on nous fout dans des cases. Encore une fois, si c'est juste une indication pour avancer, pour amorcer la conversation, pourquoi pas? Lockman vous dit, parlant des charpentiers, des fois il faut 10 ans pour peaufiner un geste technique. Si le management a une nature technique, et je défends cette idée, je ne suis pas le seul, alors on peut parler de gestes techniques pour les managers et les managers. Et qu'est-ce que ça veut dire mettre du temps pour peaufiner un geste technique? Et si on suit Jean-François Billitet, et un peu Follett, ça veut dire que d'abord on fait des mouvements, ensuite il y a des gestes, et puis après peut-être on a un style. Donc tout ça, ça s'apprend. Ça se travaille pour le coup. Travail au sens qu'un travail dans travailler la pâte à pain. Ou travailler au corps quelqu'un, ou travailler son piano. Je travaille. C'est de l'information au sens littéral du terme, informare. D'accord? Je change des trucs dans la matière parce que j'y mets quelque chose. Bon. Donc, tout ça, ça se forge dans l'action. Et donc, on peut s'intéresser à ce que fait le manager dans ce que ça aurait justement de travailler. Et c'est peut-être une façon d'approcher le travail réel, parce que c'est difficile de travailler une pâte à pain sans que ce soit réel. Okay, enfin, si vous pouvez faire semblant, vous imaginez que vous l'avez fait, ou alors le bâcler. Ça, c'est possible aussi, parce que malheureusement, en management, il n'y a pas que le technique, il y a aussi une rhétorique. On peut donner des apparences de... On peut tenir des discours sur l'efficacité, la rationalité. On peut travailler sa posture, sa rhétorique, son apparence de professionnalisme, son personal branding, quelle horreur, cette expression, qui peut s'éloigner de l'honnêteté défendue par Follett. Alors, l'outillage du manager, justement, 6e point. Si vous suivez Simondon, outil, instrument, dispositif, technique, je suis très rapide, un outil. Le marteau comme outil, c'est pour enfoncer un clou. Le marteau comme instrument, c'est pour tapoter sur la brique pour voir si elle est creuse. Un manager va utiliser les deux genres de choses, en principe. Un dispositif, terme intéressant. Une machine, c'est Jacques Girin qui parle de machine de gestion. Bon, j'approfondis pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Transference of skills. Je le mets en anglais parce que il se trouve qu'au musée du management, on a un ouvrage aussi publié par GE qui donne les minutes des réunions de l'association des ingénieurs américains en mécanique de tous les 10 ans, 1912, 22, 32, 42, 52. Et à chaque fois, ils discutent de l'avancée de la science du management. Et dès 1912 et surtout 1922, le point, c'est pas Taylor. Taylor en fait partie. Hein. Vous avez les dialogues. Taylor, de point, j'aimerais dire que, c'est assez fascinant. Et simplement, le maître mot de la réunion de 1922, c'est Transference of Skills. L'atelier, tout ça, c'est bien, mais maintenant, il y a des machines. Et la question, c'est quelles compétences au transfert aux machines? 1912, 1922, le débat. Pensez aux machines d'aujourd'hui. IA, robots, IA générative. Transfert de compétences aux machines, c'est une vieille question. D'accord? C'est pas juste d'aujourd'hui. Donc derrière, il y a quel progrès on peut faire si des machines se chargent de trucs qu'on ne fait plus?
Il y a aussi contre quelle machine nous révolterons-nous, si on y arrive, les fois suivantes. Exemple historique, l'invention du management par objectif et autocontrôle. J'en ai déjà parlé, donc je n'ai pas le temps d'approfondir, mais c'est vraiment de l'outillage derrière lequel il y a une théorie de la coordination en entreprise, puisque le management par objectif, dans la version Drucker-Smiddy, ça vient d'une idée qu'un collègue consultant de Smiddy qui bossait chez Booz Allen et Hamilton avant d'être chez GE lui avait raconté un jour. La lettre du manager, c'est un système où tous les 6 mois, vous écrivez une lettre à votre N+1 pour dire bah, voilà ce que je pense être tes objectifs, voilà ce que seraient les miens, voilà comment je pense t'aider à atteindre les tiens, et voilà comment j'ai besoin de toi pour m'aider à atteindre les miens. Ça provoque une discussion, quand on est d'accord, on co-signe. Et Drucker dit bah, c'est bon, on a notre système là pour gérer la structure décentralisée de GE, puisque tu veux pas juste un organigramme, il faut l'outillage. Il faut un truc pour un circuit de veines et d'artères, quoi, hein, d'accord? Et donc, ton organigramme, il va être nourri par des connaissances qui vont circuler via le système de management par objectif et autocontrôle. Donc ça, c'est un exemple intéressant d'outillage. Depuis, on a fait d'autres trucs. Il y a les ERP, il y a les méthodes agiles, il y a tout ce que vous voulez. Mais, 2 choses. Il y a des normes de gestion. Soit ce qu'on appelle des bonnes pratiques, soit, comme en gestion de la qualité, on se donne des objectifs. On dit il faut atteindre ça. Par exemple, dans les universités, classement de Shanghai. Okay, ça, c'est une norme. Les revues académiques, classement des revues. Bon. Ok, 2 choses. J'emprunte à Armand Actuel la phrase suivante. La première propriété d'une norme de gestion est, ou devrait être, de provoquer une discussion intelligente. À méditer aussi. Je n'ai pas le temps de développer, mais on pourra discuter si vous voulez. Deuxième chose, la loi de Goodhart. Goodhart, c'est un économiste et qui a quand même dit un truc bien, ne tweetez pas cette phrase. Il a dit, quand une norme devient son propre objectif, c'est mort. Voilà. Donc, si le seul but des fusions-acquisitions entre établissements universitaires, si je dis comme ça, c'est de monter dans le classement de Shanghai, on a intérêt à en profiter pour faire des choses intéressantes au passage. Paris Sciences et Lettres, typiquement, oui, première conséquence, on monte dans le classement de Shanghai, parce que ça fait un gros établissement, donc ça fait plus de prix Nobel, et ça fait plus sur les critères du classement de Shanghai. Mais heureusement qu'on en profite pour bosser ensemble entre Dauphine, les Mines, le Collège de France, Normal Sup, le SPCI, etc. Sinon, ça ne veut rien dire. Okay. Et la loi de Goodhart, en fait, elle est inspirée par ce qu'on appelait l'effet Cobra. L'effet Cobra, ça vient d'une histoire en Inde où il y avait trop de cobras, et les gens, on a dit, il y a une prime si vous ramenez les cobras. Et du coup, il y a des mecs qui ont élevé des cobras pour aller se faire des sous en vendant le cobra. D'accord? Donc, quand une norme devient son propre objectif, c'est mort. Le Net Promoter Score, c'est horreur absolue, de mon point de vue. D'accord? Vous ne pouvez pas acheter un truc sans qu'on vous envoie un sondage et il faut mettre une note sur 10. Mais le vendeur, il vous dit, si vous êtes content, à peu près, mettez 9 ou 10, sinon ça ne me compte pas pour ma prime. Donc moi, en général, je dis, bon, je vais te le mettre, ton 9 ou 10, mais je vais te le dire en face ce qui ne va pas. Puis tu diras à ta hiérarchie que s'ils venaient voir comment ça se passe, le boulot, on n'aurait pas besoin du Net Promoter Score. Le problème, c'est que le NPS, il finit en un indicateur agrégé au conseil d'administration. D'accord? Donc la machine de gestion, elle est en place et parfaitement circulaire, y compris dans sa stupidité. Et en même temps, quand je dis ça à certains, ils me regardent de haut, l'air de dire « t'as rien compris à ce que c'est qu'un conseil d'administration ou la direction d'une boîte ». On assume le cynisme et l'inutilité. On assume la réalité de l'irréalité. D'accord? Ou l'irréalité de la réalité. Dites-le dans le sens que vous voulez. Il y a des gens qui passent leur temps à nourrir la machine, c'est du travail réel, mais c'est du travail irréel. C'est même pas prescrit, c'est même pas un prescrit qui est intéressant. C'est l'irréalité absolue de ce truc-là. Le bullshit job, on pourrait dire. Bon. Ok. Exemple extrême aussi, un patron d'entreprise libérée qui me dit, bah, il y a un moment donné où symboliquement la DG a démissionné pour dire qu'on ne servait plus à rien. Et on m'a dit, tu ne sers à rien, mais il faut que tu sois là. Exemple très intéressant de je fais rien, mais en même temps, il faut que je sois là, hein, par rapport au travail réel. Ok. Dernier point, désolé, je suis un tout petit peu plus loin. Ça devient dur à démonter les machines de gestion. Technique démocratique, technique autoritaire. Je vais être très court, ce serait passionnant d'y passer un quart d'heure de plus, mais il faut qu'on ait le temps d'échanger. Mumford, 1963.
technique démocratique, technique autoritaire, réédité récemment par les éditions de la lenteur. C'est un petit bouquin bleu dans mon sac pour regarder. En gros, Mumford dit les techniques démocratiques, c'est en gros ce que fait un artisan qui garde le contrôle de ses outils. Technique autoritaire, ça arrive quand on commence à faire des grands agrégats d'êtres humains et de machines pour faire des œuvres plus monumentales. Et quand j'ai vu le titre du bouquin, moi j'ai pensé que technique autoritaire, ça daterait en gros de Taylor et Ford, quoi, pour le dire. Pas du tout. Les pyramides en Égypte, les milliers d'esclaves qui font des choses. On crée une machine là déjà. Et donc, de certaine façon, il y a une réflexion à avoir, je n'ai pas le temps de détailler ici, mais sur quelle est la partie démocratique et la partie autoritaire des techniques de management. Il y a un bouquin récent d'un Allemand qui s'appelle « La fin de la méga-machine » qui reprend toute l'histoire depuis l'Antiquité. Son fil conducteur, c'est le complexe militaro-industriel, donc autant vous dire que c'est plutôt subversif, mais c'est super bien argumenté. Et la méga-machine, elle commence là. Vous voyez que là, ça remet en cause l'ensemble du système, c'est pas juste comment je manage moi dans ma boîte. On peut chausser des lunettes intéressantes, je cite juste 2 exemples, enfin 3 en fait. L'entreprise robuste, ça c'est Olivier Amand. Le bouquin, enfin, j'aime mieux son petit tract chez Gallimard sur antidote au culte de la performance. C'est plus compliqué d'écrire l'entreprise robuste en réalité, même s'ils ont essayé avec ces 2 collègues. Bon, Sandra Enlard, que certains d'entre vous connaissent probablement. Mais c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire si on remplace performance au sens classique par robustesse? Et ils vont défendre l'idée qu'il faut s'inspirer du vivant. Olivier Amand, il est biologiste. Et il vous dit que la photosynthèse, par exemple, dans la nature, le rendement, c'est 1 à 2%. Moins que les panneaux solaires. Enfin, ça dépend comment on fait les calculs pour les panneaux solaires. Mais c'est pour ça que ça marche depuis des milliards d'années, en fait. C'est comme la température du corps. Il vous dit, l'optimum, c'est 41 degrés. Si on veut être à pleine bourre de nos possibilités, d'accord, dans la vie protéique, enzymes et tout ce que vous voulez, je ne suis pas biologiste. Sauf qu'évidemment, 41, on ne tient pas longtemps. La nature a prévu, si j'ose dire, que 37, c'était parfait, comme ça laisse de la marge. Okay. Donc, c'est pareil dans le monde du travail. On vous dit, y compris quand c'est des slogans, soyez à fond, on est à 120%, je suis au top. Oui, mais d'accord, mais si vous ne comptez pas les burn-out, les découragements, les décrochages, donc, comme disait Jacques Ellul, on est les champions du monde pour prendre les aspects positifs et pour négliger les aspects négatifs. Ça veut dire qu'il faudrait développer une science des conséquences, de façon beaucoup plus poussée qu'on ne le fait, au passage. Guide de terrain de l'Anthropocène, c'est Anna Tsing, super intéressant. Elle dit qu'il faut refaire bosser ensemble les sciences naturelles et les sciences sociales pour aller sur le terrain et voir d'autres choses. Et elle vous donne des concepts assez passionnants, je n'ai pas le temps de développer, mais elle dit qu'il faut voir le monde à travers la notion de patch et la notion de corridor, et la notion de féralité. Féralité, fera, c'est la bête sauvage en latin. Et donc on a fabriqué, notre système industriel et de société a fabriqué plein d'hybrides qui sont en fait relativement féroces et monstrueux et sauvages, mais qui sont ni du sauvage ni du naturel. Et du coup, quand on commence à regarder comme ça, c'est à la fois inquiétant, en même temps, elle dit, la bonne nouvelle, c'est que les entrepreneurs aujourd'hui peuvent regarder le monde comme ça, et il y a plein de trucs à faire, mais on n'est pas obligé de tous le faire en même temps. Donc il y a une espèce de localité partagée qui fait qu'on pourrait avancer. Et vous voyez que si on est là-dedans, on n'est pas tout de suite dans les problèmes de management. On est dans les problèmes de structure, d'organisation sociale, quel middle ground on met en place pour assurer les transitions, comme il disait pas middle ground, il parlait d'institutions intermédiaires. Je vous conseille de lire Les sociétés en mouvement, 2001, c'est juste magnifique. Comme bouquin, c'est vraiment dommage qu'ils soient partis un peu tôt, Renaud. Mais waouh! Et donc, quand vous défendez l'idée que dans les transitions, c'est les institutions intermédiaires qui vont assurer la génération des connaissances et des passages, ça rend plutôt optimiste, il faut juste changer de lunettes, quoi. D'accord? Bon, c'est facile à dire, difficile à faire. Armand Hatchel, évidemment, pour repenser l'agir moderne, rationalité créative, entreprise responsable et péril commun. Conclusion, le management a certes des problèmes, mais face aux défis contemporains, le problème n'est pas le management. Ce qui rend les gens malheureux aujourd'hui, c'est de s'apercevoir, ou de croire que, des fois c'est pas vraiment vrai, mais qu'ils ont fait des efforts pour monter les barreaux d'une échelle qui n'est pas posée contre le bon mur, ou contre aucun mur. Et donc il y a toujours un risque du management irréel, en quelque sorte, et c'est compliqué. Et évidemment, le côté bullshit job, le côté IA qui fait des choses à notre place, etc., c'est à la fois fascinant et inquiétant, hein. Stupeur et tremblement, effroi et attrait.
comme on dit, mais voilà, on est là-dedans. Donc je voulais avec vous partager quelques pas de côté, quelques pas en arrière, un peu de pas en avant. Je n'ai pas répondu complètement ni absolument toujours centralement à la question, mais je pense que peut-être ça contribue à la réflexion de l'Institut sur le travail aérien. Merci de votre attention. C'était extrêmement riche et intéressant. Et, de toute façon, on savait que ça allait l'être. Le management fait partie, comme disait Paul Valéry, des mots qui chantent plus qu'ils ne parlent, parce que des mots galvaudés. Le fait de redevenir sérieux lorsqu'on l'aborde, je pense que c'est salvateur pour tout le monde. Moi, j'ai une petite remarque. Quand je t'entends parler, je n'arrête pas de penser à une phrase d'Octave Géligné. Donc, Octave Géligné, c'était un des patrons de l'entreprise Ségos. Et donc, il a écrit en 1966 le premier bouquin français avec le management dans son titre. Donc, il a, dans un entretien qu'il a donné dans un journal, dans les années 60, dit cette phrase-ci. Les recettes, les méthodes en management sont peu de choses à côté de l'intelligence, du courage et de l'éthique de ceux qui les appliquent. Donc, quand je vois l'histoire que vous faites des grands penseurs du management, on voit, bien sûr, on voit qu'il y a une vraie mise en exergue de l'intelligence, des situations, de l'éthique, voilà, et du courage. Comment ça se fait aujourd'hui que ces trois choses qui sont indispensables, parce que le management, comme tu l'as dit, ne se réduit pas à de la technique, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à produire des managers dotés de ces choses-là si fondamentales pour bien manager? Peut-être qu'il faut nuancer le constat, c'est-à-dire à la fois les situations à manager peuvent se trouver redoutablement difficiles si le niveau d'exigence inclut le fait de faire un boulot qui a du sens pour un système qui va dans des directions acceptables, voire enthousiasmantes ou motivantes. Donc ça peut être compliqué. Et donc, comme je disais tout à l'heure, le genre de cuir qu'il faut pour gérer ces situations-là, c'est compliqué. Et c'est ce qui fait aussi une fascination, une partie de la fascination pour les grands capitaines d'industrie. C'était quand même, ils connaissent leur affaire d'une certaine façon, d'accord, même si éthiquement, c'est pas toujours nickel. Donc, de cette façon, je pourrais répondre, par exemple, en prenant le rapport de l'IGAS. On m'a interrogé souvent, des interviews dans la presse, des journalistes qui disent alors le rapport de l'IGAS, vous qui êtes professeur de management, il est très bien le rapport de l'IGAS. Ils ont interrogé pas mal de monde, etc. Mais dans le détail, en fait, si vous allez sur le terrain, ce qu'ils ont un peu fait, mais il y a plein de bons managements localement, d'accord? C'est pas vrai que tout le monde est hyper hiérarchique, hyper... non. Donc, on se balade tout dans des univers. Dans le mien, par exemple, il y a quelques personnes qu'on peut croiser qui sont toxiques ou qui font des dégâts, mais la majorité des gens sont plutôt honnêtes et de bonne volonté. Ils appliquent... C'est ce que Drucker décrivait sur l'éthique des affaires. Il dit, mais je vois passer des mètres cubes sur l'éthique, mais c'est pas la peine. Être honnête, et Hippocrate a déjà dit ça il y a 2500 ans, ne pas volontairement faire du mal. On pourrait imaginer un serment des managers, d'ailleurs. Il y a des gens qui y ont pensé. On a un serment pour les doctorants, maintenant. On pourrait faire un serment des managers. Ça renforcerait ce que dit Follett sur la profession. Donc, je nuancerai le constat, c'est-à-dire, à mon avis, c'est un peu piégeux de dire comme ça, il n'y a plus de bons managers, etc. C'est pas ce que tu dis, mais ce serait exagéré et aussi, par moments, sous-estimé. D'accord? Parce qu'il y a vraiment des horreurs. Il y a vraiment des toxiques avant tout ce qu'on veut. Il faut refaire le point sur les passions et les faiblesses humaines. Ça m'est arrivé, moi, de discuter avec des psychologues ou autres qui me disaient, mais toi, ou des gens qu'on a vus dans ton genre, vous avez un problème, c'est que vous ne comprenez pas qu'il puisse y avoir de la jalousie, par exemple. Je reste le plus humble possible en disant ça, d'accord? Mais on fait un musée du management, par exemple. Je ne sais pas ce que tu en penses, Johan, mais
J'ai une petite définition du collègue à l'université. Le collègue est quelqu'un qui ne se réjouit pas spontanément de vos succès. D'accord ? On a une UE à Dauphine qui s'appelle Histoire des entreprises et de la gestion pour la licence 2, et on a fait passer tous les étudiants, chacun avec leur chargé de TD. Et dans les chargés de TD, il y en a qui veulent recommencer cette année, et d'autres qui disent oh, bof. Et bien dans ceux qui disent bof, il y a plus de proportion de gens qui ont un poste à l'université que de vacataires extérieurs. D'accord ? Donc, bon, ça c'est le petit bout de la lorgnette, si tu veux. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il faut bosser à tous les niveaux. Ce que disait mon ami sociologue, il faut travailler à ce que le cadre de l'action, à la fois, soit efficace, bienveillant, exigeant. D'accord ? Sévère mais juste, en quelque sorte. Mais qu'en même temps, ce carré-là, qu'on peut optimiser à l'intérieur, s'il est par ailleurs au service de quelque chose qui ne va pas, c'est compliqué. Et ça peut prendre des tours extrêmement variés. C'est pas forcément facile aujourd'hui de dire qu'on bosse dans une compagnie aérienne, par exemple. Si vous êtes en face de Greta Thunberg ou de fabrique des armes. Oui, c'est ça, on fabrique des armes, ou à une époque qu'on bossait à la CEITA. Bon, tout ça, c'est très connu. Donc, pour finir de répondre à ta question, mais c'est très difficile de répondre précisément, mais à la fois, il y a plein de gens partout qui font sincèrement un tas d'efforts, y compris les gens qui forment les managers. Personne à l'université ne va te dire qu'ils forment volontairement des cyniques incompétents. Okay. Bon. Mais involontairement, peut-être. D'accord ? Comment dire ? Des fois, je m'engueule avec mes collègues en finance parce que je fais exprès, j'en rajoute. Je leur dis, les gars, en management, le point de vue que j'ai moi, c'est que par rapport à rationalité et responsabilité, les trucs comme le trading haute fréquence, par exemple, c'est peut-être très rationnel, mais c'est peut-être pas très raisonnable. Ils me regardent de haut sur le thème. Ouais, enfin, c'est bon, on voit que tu n'as pas compris comment ça marche, les marchés financiers. Mais c'est intéressant parce que, comment dire, pour rentrer dans un certain nombre de systèmes managériaux au sens large, ça veut dire qu'il faut avoir compris comment ça marche. Sauf que comprendre comment ça marche, ça veut dire aussi accepter comment ça marche. J'ai écrit un petit billet il y a quelques temps sur LinkedIn qui s'appelle « Que faire des critiques loyaux ?» Bon. Drucker disait « Un manager a le droit et le devoir, s'il n'est pas d'accord, de se lever et de le dire. » Comment on fait pour garantir ce droit-là dans les entreprises? Autrement dit, comment, moi, prof, j'entraîne mes étudiants à la fois à être efficaces à un certain nombre de méthodes et à cultiver une propension à s'indigner si ce n'est pas acceptable. J'ai un collègue américain, ça circule sur Instagram en ce moment, il y a un amphi comme ça, un peu plus plein que celui-là, et il s'adresse à une étudiante, il dit « C'est quoi votre nom ?» Et il lui dit « Je vous prierai de sortir de la salle. » Et il lui dit vraiment d'une façon hyper cynique et froide. Puis elle s'interroge, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait? Et il répète, je ne vais pas le répéter 2 fois. Les autres, on sent qu'est-ce qui se passe, mais personne ne bouge. Et elle sort. À moitié en larmes, évidemment. Et le prof dit, bon, alors les autres, qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de faire? Est-ce que vous pensez que c'était juste? Ça se trouve, il s'est entendu avec l'autre avant. Hein. Il vaut mieux, éthiquement parlant, quand même, quand on fait de l'expérimentation, il vaut mieux que la commission d'éthique ait signé. Et donc, on discute sur pourquoi les autres n'ont rien dit. Bon, et donc, ça se cultive aussi en management. Le droit de désobéir aux ordres, c'est un truc assez codifié, mais c'est assez implicite. Il y en a plein, les vieux films américains avec la marine, où le lieutenant dépose le capitaine ivrogne de sa fonction parce qu'il est en train de faire n'importe quoi. D'accord ? Il faut savoir désobéir aux ordres. Voilà, donc, ok, j'ai pas vraiment répondu de façon structurée, mais il y a plein de boulot à faire à plein de niveaux, y compris des valeurs morales, y compris un entraînement à du comportement. D'une certaine façon, moi j'ai fait des formations aux écoles de gendarmerie, c'est intéressant de voir comment ils sont, eux, au cordeau sur un certain nombre de valeurs, l'autorité, le chef, mais aussi l'écoute. Ils prétendent que eux, enfin ils prétendent, j'ai pas dit que c'était pas vrai, mais ils ont un discours très... Nous, on est assez démocratique, en fait, parce que s'il y a de l'intelligence dans un système bien huilé, pourquoi pas? Il ne faut pas non plus tomber chez Voltaire et le despotisme éclairé, d'accord? Et donc, en management, on est toujours entre deux. La définition, là, que je n'ai pas commentée, mais c'est ma collègue Hélène O'Connor de Stanford, un bouquin que je vous recommande aussi, qui s'appelle « Creating New Knowledge in Management », sous-titre « Retrouver les fondations perdues du champ ». Et elle bosse sur Follett et Barnard. Et sa définition du management, telle que Barnard et Follett auraient pu tomber d'accord pour la donner, c'est « science de l'ajustement et de l'intégration sous conditions toujours nouvelles ».
Ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité en management. Ça donne les résultats d'une action ou un résultat de recherche. C'est juste une question nouvelle à poser sur les prochaines situations. Si on n'apprend pas ça aux jeunes, d'accord? Si ils concluent que finalement il n'y a pas de vérité, ben, du coup je vais aller faire de la gestion où on fait des maths ou de la finance avec des intégrales triples, comme ça au moins c'est scientifique. S'ils sont encore là-dedans, dans cette espèce de positivisme, ben, c'est compliqué. Et donc il y a une exigence, ça veut dire qu'il faut que l'enseignement soit plus en mode compagnonnage, pour faire éprouver des choses, c'est compliqué. À Dauphine, on a la chance d'avoir les moyens et une histoire de l'enseignement en petits groupes. De toute façon, il n'y avait pas d'amphi dans les autres locaux de l'OTAN, donc il fallait bien avoir des salles petites. Et donc, on s'est adapté. Enfin voilà, quelques éléments de réponse, pardon, c'était un peu long. Mais c'est la fin de la journée. Tu parles peut-être... Savoir qu'Octave Gélinier est aussi celui qui a été le premier à utiliser l'expression éthique des affaires. Donc, l'éthique des affaires émerge aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Et le terme arrive au business ethics, le terme arrive en France à la fin des années 70, début des années 80, et Octave Gélinier a écrit un bouquin, Halte à la dérive, qui s'appelle Éthique des affaires. Donc, effectivement, c'est une préoccupation qui arrive. Alors, il y a un autre bouquin qui sort à la même époque de Tchegos qui s'appelle La valse des éthiques, qui s'inquiète du fait qu'on se pose la question de l'éthique, en fait. En disant, si on se pose la question des éthiques, c'est qu'il y a un problème. Un, parce qu'on se pose la question. Deux, parce que éthique est au pluriel. Et il y a peut-être dans la préoccupation de Gélinier un symptôme d'une époque dans laquelle, il faut regarder le bouquin de Gélinier, il se trouve que j'ai travaillé sur la question, il y a une arrivée de la mondialisation et de la financiarisation. Alors la mondialisation qui fait que, et de la financiarisation qui font entre autres, l'économie française se retrouve couplée beaucoup plus au reste du monde, et l'économie états-unienne et les grandes entreprises états-uniennes viennent se coupler au management et à l'administration des entreprises françaises, et donc font irruption un certain nombre de préoccupations et un certain nombre de problèmes, de dilemmes, donc symptômes d'un monde qui change et donc d'une perturbation, d'une morale peut-être un peu partagée qui d'un coup n'arrive plus à exister, et donc on cherche comment faire. Moi je ferai une réponse un peu outrancière sur c'est quoi le problème. Donc c'est peut-être justement la généralisation du management et de l'émergence des écoles de management. Quand même, corrélation ne vaut pas causalité, mais on n'a jamais autant souffert en entreprise que depuis qu'il y a des écoles de management. Donc le monde change. Les écoles de commerce traditionnelles, les formations traditionnelles sont perturbées, mais l'irruption du management pourrait être vue comme un symptôme, pas forcément le mal, mais un symptôme, plutôt que la réponse. On pourrait imaginer que c'est la réponse. Moi, ma thèse, que je défends et que j'étaye régulièrement, c'est que peut-être que c'est le symptôme, voire que c'est peut-être le problème. Tout dépend de comment on conçoit le management, et dans l'approche qui est ici, qui est celle du travail réel du manager, on voit le management comme pratique. Il y a une autre lecture, qui n'est pas celle qu'on aborde aujourd'hui, mais qui explique en partie ma réponse. On peut voir le management comme n'étant que la partie visible d'une idéologie. Il y a quelques temps un auteur qui définissait le management, ou soit le management, je ne pense pas qu'il y ait un management, comme une sorte de technique de pouvoir du propriétaire. Comme la théorie de l'agence. En tout cas, une sorte de technique de pouvoir du propriétaire. Donc, est-ce qu'on devrait faire, parce que quand je remonte dans le passé et que je lis des textes sur le management, on mettait très souvent S au mot management. Il n'y a peut-être pas un management, il y a peut-être des managements. Un management qui pose des problèmes, un autre management qui n'en pose pas. Et donc, très souvent, on se dit, tiens, mon management, c'est le management. Peut-être qu'il y a deux types de management qui sont sur le marché, et peut-être le management a plus réussi que l'autre.
J'ai des réponses, mais peut-être qu'il y a des questions dans la salle. Oui, parce qu'on va nous mettre dehors à 20h. Parlez un peu fort, ou peut-être prenez le micro pour que... Quand on parle de travail réel du manager, moi j'étais manager, alors je viens de l'université, donc c'est possible d'être manager et de venir de l'université. Je n'ai pas été formé pour être manager. La première chose qui me vient à l'esprit quand je vois le titre travail réel du manager, qu'on voit tout de suite, c'est faire travailler les gens ensemble. Et l'essentiel de notre travail, en fait, c'est ça. Et c'est ce qui est le plus difficile. Parce que quand vous êtes manager, vous faites travailler les gens ensemble. On a encore 15 minutes jusqu'à 20h15. Avec des individualités qui sont différentes et on doit les faire travailler ensemble pour avancer. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Et d'une certaine manière, on se posait toujours la question, enfin, je me souviens, actuellement je suis un peu au repos, on se posait souvent la question avec les collègues, mais est-ce qu'il y a vraiment, on peut avoir une formation pour ça? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a une formation de faire travailler les gens ensemble? Parce que, en fait, ça se vit. Et je sais pas. Moi, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que quand je vais travailler le manager, il y a plein de choses qui viennent immédiatement à l'esprit. C'est ça, c'est que c'est profondément humain. C'est un métier humain. Et de faire travailler les gens ensemble, c'est quelque chose qui est compliqué. Parce qu'on a des individualités, parce qu'on a du caractère, etc. Et c'est d'abord ça qui vient à l'esprit. Oui, mais il y a des styles. Il y a une expérience connue de Kurt Lewin dans les années 40 où il teste l'effet du style de leadership du chef scout sur les gamins. Et c'est connu comme expérience. Il y a un chef autoritaire, il y a un chef laissez-faire et il y a un chef participatif démocratique. Je vous le donne en mille, c'est dans le démocratique participatif que le sentiment d'avoir passé une bonne journée est le plus élevé, le sentiment d'être nous, une équipe, est le plus fort, les objectifs fixés en début de journée sont les plus ambitieux, et qu'on a plus souvent atteint les objectifs en question le soir, et que même si le chef s'absente, les gamins continuent à bosser. Quelque part, ça fait 75 ans qu'on sait qu'à certaines conditions, le participatif est efficace. Encore faut-il, comme vous dites, laisser la possibilité aux managers d'organiser ça, donc d'organiser par exemple le démocratique participatif. Et encore faut-il aussi que les conditions autres le permettent, c'est-à-dire, vu comme ça, en gros, animer des groupes et faire que les gens sont bien, etc., dans une version un petit peu locale avec des équipes petites, c'est une chose. Si vous êtes le patron d'une usine de 3000 employés, c'est déjà autre chose. Si dans votre activité de manager, les gens que vous faites bosser ensemble, ils sont en même temps hyper processés par SAP d'un côté, par les normes de compliance de l'autre et par l'approche agile en troisième lieu, vous animez quoi? Vous voyez? Est-ce que vous aidez les gens à bosser quand même dans tout ça? Autrement dit, vous êtes un wheeler, comme disait Céline Mounier, la sociologue, tout à l'heure. Est-ce que, en gros, vous adoucissez, vous faites passer la pilule en quelque sorte, vous voyez, vous êtes le Chief Happiness Officer, ou est-ce que vous n'allez pas non plus être obligé de tenir compte du fond du travail? C'est pas tellement le travail réel au sens que font vraiment les gens, mais y compris la matière qu'on produit, vous voyez, tout cet environnement humain et non humain ensemble. Si vous ajoutez un climat du type, ce qu'on appelle césarisme d'entreprise, Carlos Ghosn chez Renault par exemple, l'époque du Dieselgate, le scandale sur la triche sur les normes anti-pollution. Vous êtes un manager, vous essayez de faire ce que vous dites là, sauf que vos ingés, ils vous disent, mais non, mais c'est pas possible d'atteindre ces résultats-là. Sauf que la chaîne de terreur qui va de Carlos Ghosn à votre chef, elle est là, et que tout le monde a la pétoche parce que personne n'ose dire au grand chef qu'on ne va pas y arriver. Donc on préfère mentir. D'accord? Vous faites quoi?
vous organisez le mensonge de façon sympa, ou vous prenez sur vous de travailler le chef au corps. J'ai une petite phrase qui dit que les critiques loyaux passent un temps considérable à faire l'éducation de leur chef. Okay, donc c'est super de partir de ce que vous dites, comme c'est super de partir de ce que dit la sociologue, et en même temps, si on rajoute un certain nombre d'ingrédients, ça devient super compliqué. Parce que du coup, au bout d'un moment, vous n'arrivez plus à tenir le truc. Vous voyez, on dit too big to fail, par exemple. La boîte, elle est trop grosse, c'est une banque, c'est trop gros pour qu'on la laisse faire échouer, d'accord? C'est trop gros pour qu'on laisse faire faillite. Ok, très bien. Mais on voit aussi du too big to jail, si on veut, d'accord? C'est trop gros pour que la justice fasse son travail officiellement et qu'elle non, non, on va pas toucher. Bon, puis maintenant, on est aussi sur trop gros pour être démonté, de cette façon, d'accord? Donc on est pris dans des trucs qui peuvent être un peu compliqués. Et donc quand, pour caricaturer, la rentabilité court terme pour le fonds de pension à 15% a des conséquences en chaîne sur une pression au travail, sur des choix un peu restrictifs, alors que Olivier Hamon et les biologistes, ils vous disent, bah, je ne donne pas de leçon, mais dans l'univers du vivant, quand il y a une crise, c'est la diversité qui fait qu'on y arrive. Donc, en principe, une boîte qui a des problèmes et qui ne fait que serrer des boulons, au sens limiter les budgets, en toute rigueur, c'est pas ça qu'il faudrait faire. Regardez l'audition du patron de Boeing au Sénat américain. J'aurais pas aimé être à sa place, le pauvre garçon, hein, parce qu'il a fait profil bas, parce que quand un sénateur américain vous dit que le problème c'est vous, le gars il dit, le sénateur, vous avez probablement les meilleurs ingénieurs du monde chez Boeing, vous avez une histoire extraordinaire. Rappelez-moi combien vous gagnez, vous, comme patron, 36 millions de dollars par an, d'accord? Ok, et qu'est-ce qui justifie ce salaire? Ah d'accord, vous dirigez la boîte? Non, vous ne dirigez pas la boîte. Vous êtes un cost killer, c'est tout ce que vous êtes. Vous supprimez des budgets et puis après on s'étonne qu'il y ait des problèmes. Ça se discute hein, comme argumentation. D'accord? Donc, c'est juste pour dire qu'il y a des univers dans lesquels ce que vous dites est absolument vrai et c'est super cool et agréable d'être manager et d'être managé. Et puis après, on peut rajouter des contraintes. C'est juste que c'était la fonctionnalité. On n'était pas du tout dans les logiques de profit. Oui, mais ça peut être l'enfer dans la fonction publique aussi. Hein. D'accord? Franchement, je discutais avec une directrice d'école maternelle pas plus tard qu'avant-hier, qu'hier. On est quoi? Jeudi? Ouais, hier. Elle me disait, 2 mois dans l'année sont consacrés à faire du reporting, à remplir des tableaux, etc. Ils ont fait des expériences dans son école en appliquant la théorie CK pour faire de la théorie aux gamins. D'accord? Avec Dominique Lafont, qui est un ami consultant et maire adjoint de Fontenay-aux-Roses. Les évaluations par l'éducation nationale, les évaluations officielles de cette classe-là, ils sont 30% au-dessus de la moyenne des autres. Les parents s'en foutent de joie, plus personne ne veut enlever les gamins de cette école-là, qui n'est pas la plus réputée de la ville. D'accord? Et les gamins sont absolument dingues, ça a changé leur comportement, ils sont motivés, ils posent des questions à la maison, tout ce que vous voulez. Franchement, je suis inspecteur de l'éducation nationale et je vois passer ça, je passe un coup de fil, je dis waouh, parlons-en. 0 coup de fil, nada. Personne ne les lit, les évaluations, de toute façon, de toute façon. Oui. Enfin, pas dans cette optique-là. Ça, c'est du mauvais management. Le Net Promoter Score de tout à l'heure, la chaîne hiérarchique dans le garage automobile, là, j'ai dit, venez discuter avec vos vendeurs au lieu de regarder la note qu'on met nous. Surtout que c'est complètement détourné, puisque on va dire sympa. Le français qui est content, il met 7,5. Et les gens qui ont fait le Net Promoter Score, ils ne sont pas français. À la base, c'est 9,10. En dessous, ça compte pas. Oui, ça. Non, mais c'est un délire. Il y a des outils aussi qui posent problème. La prime relative. Vous avez 100 personnes, les 20 meilleures ont la prime, les 60 suivantes ont rien, et les 20 dernières ont une dégradation de la part variable du salaire. Et on m'a dit qu'il avait fallu se rendre... Enfin, il y a des gens qui ont dû l'appliquer pour se rendre compte que ça ne marchait pas. Ça ne va pas. Ça ne peut pas marcher. D'accord? Ou alors dans un univers dystopique, qu'est-ce qui va se passer? On sait par cœur. Soit il y a des gens qui vont se barrer, soit il y a des gens qui vont se relayer pour avoir la prime. Parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, puisque c'est une prime relative, il y a toujours 20% de meilleurs et 20% de moins bons. Donc si quoi que vous fassiez, il y a toujours 20% qui n'auront pas la prime. Oui. D'accord? Bon, et des trucs comme ça, il y en a plein.
Et d'un autre côté, des trucs magnifiques où il y a des managers qui défendent leur équipe, qui se battent, qui innovent, qui entreprennent, qui font des challenges internes d'innovation, qui sont des critiques loyaux au sens où ils râlent pas pour eux, ils râlent pour le bien du système. D'accord? Il y en a plein. Voilà. Donc, l'enfer et le paradis, c'est un peu partout, en fait. Et c'est très variable. Il y a des fois 15% d'écart entre l'enfer et le paradis. Une personne là ou pas là, un manager un peu toxique, quelqu'un qui débloque, des outils pas convaincants. Question? On aimerait encore, je crois qu'on n'a pas le temps, mais ça serait passionnant de continuer. Juste une petite question par rapport à l'attractivité et la visibilité des managers. Ouais. Je suis cadre de santé publique, donc c'est vrai qu'actuellement, on est souvent confronté à une baisse d'attractivité des managers de santé et je n'arrive pas à voir comment on peut, je dirais pas redorer le blason, mais quand on écoute les jeunes infirmiers, ou quelle que soit la filière d'ailleurs paramédicale, ne veulent plus faire de ce métier parce que les contraintes et tous les ingrédients que vous disiez entre les injonctions qui viennent de part et d'autre et tous ces ingrédients qui se mettent, ça donne un poids immense et une pression immense sur les épaules du manager et ça attire plus vraiment. D'autant plus, alors c'est un autre volet, je pense, mais c'est comme ça que je l'analyse, que la part salariale de ces managers, elle n'est pas en compas pour 100 € de plus. Alors c'est déjà bien 100 €, mais 100 € par rapport On va pas s'emmerder pour 100 €. Voilà, exactement. C'est ce qu'il dit. Ouais. Là-dessus, en fait, c'est facile de partager quelques éléments de diagnostic. Vous avez une espèce de spirale de la déconsidération ou des discours. Enfin, tout ça est alimenté. Plus vous dites que ça ne va pas, que c'est pas bien ça, et plus ça devient vrai, d'accord? Et en même temps, il y a des facteurs un peu objectifs qui montrent que ça ne va pas. Deuxièmement, il y a un truc qui a pu jouer, à mon avis. Alors, en dehors, parce qu'un gel de points d'indice sur X années, ça fait des dégâts au bout du compte, hein, d'accord? Ok. Quand on passe du PMSI à la T2A, d'accord? Programme de médicalisation des systèmes d'information, avec notamment des calculs d'indices de coût relatif, ça c'est des groupes homogènes de malades, où on calcule, on prend les pathologies de l'OMS, on en fait un certain nombre les 35 000 pathologies, on prend 600 groupes homogènes de malades, ça veut dire des pathologies qui ont les mêmes structures de coût. Et on étalonne les 50 hôpitaux de la PHP là-dessus, et c'est bien parce que, en fait, ça permet des discussions. Rappelez-vous ma phrase. La première propriété d'une norme de gestion, c'est de provoquer une discussion intelligente. Donc on peut dire, tiens, moi j'ai un indice sur tel groupe homogène là, de 40, toi tu es à 52, comment ça se fait? Et on peut trouver l'explication. Vous n'avez pas les mêmes patientèles à Robert Debré et à Béclair dans le 92, d'accord? Donc déjà, et puis après, il peut y avoir des différences d'organisation, de pratique, et c'est là que ça devient intéressant. Donc, le calcul du coût, de l'indice de coût relatif, pour permettre des comparaisons et du progrès. Jusque-là, c'est parfait. Vous passez à la T2A, tarification de l'activité, et vous transformez ce truc en un automatisme d'affectation budgétaire. Notre président a dit qu'il fallait supprimer la T2A, j'attends. Je n'ai pas l'impression que ça a été supprimé, d'accord? Ok. Et c'est dommage parce que, du coup, ça rend les gens alimenteurs d'une machine au lieu de managers. Et on a oublié que dans un hôpital, qui sait très bien ce qu'il faudrait faire, c'est les soignants. Peut-être que si on repartait de là, ce serait intéressant, hein, mais on ne publie pas les cahiers de doléances en général dans ce pays. Donc c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'expriment les gens comme étant leur vécu, leur ressenti, leur travail réel, si après on dit non mais vous êtes gentil, mais c'est autrement. Donc il y a une sorte de dégoût progressif, parce qu'au bout d'un moment, on a trop compté sur votre conscience professionnelle pour soigner les gens quand même, si je le dis comme ça. Vous voyez, et puis quoi? Et d'un autre côté, il y a plein d'histoires magnifiques. Il y a une BD qui s'appelle Les profs, et il y a une page où les profs sont au bistrot d'à côté, chez Nénès, et ils discutent, et ça râle. Oui, le ministère, oui, le proviseur, c'est les enfants, les gamins, c'est horrible. Et il y a le patron du bistrot, il y a son fils qui est là, qui l'aide à faire la vaisselle. Et il dit à son fils, tu vois, tu dis que tu veux être prof, mais écoute-les, c'est pas possible. Et les profs, ils entendent ça, et la dernière image, on voit les profs autour du gamin qui expliquent que c'est le plus beau métier du monde, qu'on transmet les gens. D'accord? Donc on est dans cette ambivalence-là aussi, dans beaucoup plus de professions qu'on ne pense. Donc à la fois, il y a plein de gens qui sont plus contents de leur sort qu'on ne pense. C'est un peu cynique de dire ça, mais quand même.
Et en même temps, au bout d'un moment, le cynisme ou la violence du système, au bout d'un moment, on dit mais c'est pas vrai, on m'a pris pour un idiot depuis toutes ces années, en fin de compte. Et quand le jour où vous dites ça, c'est compliqué de remonter la pente. Hein. Donc il y a un tas de micro-facteurs qui vont s'additionner. Et comme c'est des situations de crise plus ou moins larvées, mais des fois c'est pas larvé, hein, et que en situation de crise, il faut surtout centraliser la communication, parce que vous voyez des gens qui interviennent, un ministre, un directeur, etc., en pensant calmer, puis voilà, c'est assez dur à gérer, tout ça. D'accord ? Donc il faut enseigner le management en arrivant à montrer aussi un monde qu'on peut transformer et qui a des bonnes propriétés, etc. Et souvent, ça passe aussi par des organisations différentes, par des retours à une réalité, à des choses en bottom-up du terrain, responsabiliser les gens, etc. Quelque part, on le sait ce qu'il faut faire. Le problème, c'est de le faire. Question peut-être, après on pourra, si vous le voulez, avec vous de côté discuter. Donc, moi je suis Arnaud. Je me pose la question des subordonnés. Quelles sont les conditions pour qu'un manager soit considéré comme une ressource, un appui par ses subordonnés? Est-ce qu'il doit savoir faire leur travail ou est-ce qu'il doit les aider? Et je pense aussi, avec l'éruption de l'IA, est-ce que ce ne sera pas plus facile de poser la question à un agent IA, manager, sur ce qu'on doit faire? C'est une question classique, est-ce que le président de la RATP doit être capable de conduire un métro? Je le dis comme ça. Oui et non. Des fois, ça sert. Il y a eu des grandes rêves à une époque. Moi, j'ai beaucoup bossé avec la RATP dans les années 90. Et le patron du RER est quelqu'un qui avait été conducteur. Et il y a toujours ce problème qui n'est pas complètement résolu, du retard à Gare du Nord le temps que ça change de conducteur. Et en fait, pour que ça marche, il faudrait que le conducteur RATP qui prend le relais de la SNCF démarre à l'orange. Et ils attendent le feu vert suivant. Je simplifie un peu. Et André Gaudin, à l'époque, ça date des années 90, il est allé voir tous les conducteurs un à un en cabine pour leur montrer comment il fallait démarrer. Et là, du coup, lui, il a pu espérer régler le problème, parce qu'il savait montrer comment il fallait faire. Alors que sinon, vous faites quoi? Une injonction? Arrêtez d'être en retard? Ça ne veut rien dire. Si on ne montre pas comment on pourrait faire. Bon, ça, c'est une façon de voir. L'autre façon, c'est de dire, ben non, il faut arriver à être légitime, à avoir de l'autorité, sans pour autant savoir faire le boulot à la place. Mais entre ne pas savoir faire et ne rien y comprendre, il y a quand même une marge. Okay? Donc, il faut comprendre suffisamment le boulot pour deux choses. Être capable de suggérer, guider, conseiller, ce que vous disiez, faire bosser les gens, ou ce que disait la sociologue, faire conseiller A de bosser avec B. Et aussi, pour détecter dans les propositions des gens des choses qui ont de la valeur et qu'on pourrait travailler. Un peu comme un professeur d'université va écouter ses doctorants discuter, c'est ce que faisait Kurt Lewin à l'époque, et quelqu'un disait un truc, il dit « Ah, c'est bien ça, il y a un papier à écrire là-dessus ». Le doctorant, il ne s'était pas rendu compte qu'il avait dit un truc intéressant, mais lui, il avait entendu la phrase et il donnait du sens dans un cadre un peu plus large. Donc pour moi, le manager, c'est quelqu'un qui est capable de voir dans le comportement de ses subordonnés, et aussi, quand il autorise, quand il organise des conversations, pour écouter, de repérer les pistes intéressantes et voir ce qu'on fait avec tout ça. Et donc, il n'y a pas besoin d'une technicité 100% sur le boulot lui-même. En revanche, il y a besoin d'une combinaison entre être un généraliste acceptable du boulot en question, il y a des degrés, et puis être capable de faire quelque chose de ce qui est entendu pour, à minima, améliorer, à maxima, changer, innover, prendre des décisions, etc. Il y a des trucs qui se voient. J'avais écrit un petit billet il y a longtemps, ça s'appelle « Le bonjour qui me rapporte de l'information ». Parce que c'est un truc qu'on avait recommandé au chef de service hospitalier à un moment donné, parce que ça n'allait pas. Et la première recommandation du rapport, on avait limite honte d'écrire ça, c'était « Messieurs les chefs de service, peut-être que si vous vous remettiez à dire bonjour le matin en arrivant, ce serait pas mal. » On nous a rayonné, ça sert à quoi de dire bonjour? Non. Le bonjour qui me rapporte de l'information. Le bonjour bienveillant et intéressé. Le bonjour, ça va l'équipe, je vous dérange pas plus longtemps? Une seconde 15, vous avez le temps de voir qui va bien ou pas bien si vous faites votre boulot. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tous ces petits trucs, et puis après, il y a les gros trucs. Le logiciel, le passage des consignes, le cadre de santé qui n'a que des emmerdements finalement, parce qu'on va le voir que quand on râle.
hein, que ce soit les patients qui conquièrent les bonnes grâces du personnel, parce que c'est important dans un hôpital, quand vous êtes patient, de conquérir les bonnes grâces du personnel pour avoir un traitement un peu mieux, pas un traitement médical, hein, un traitement en quelque sorte. Enfin bref, il y a 10 000 trucs à dire là-dessus. Et d'un autre côté, j'ai cité mon ami sociologue qui parlait des ergonomes en disant un ergonome, ça sait suivre l'activité, puisque vous êtes ergonome. Je ne sais pas si ce qu'elle a dit, elle n'est pas ergonome, mais si ça vous paraît juste. Mais il y a une façon qu'ont les ergonomes d'être capables de décrire le travail et de suivre l'activité qui est intéressante, me semble-t-il. Et donc, un manager qui aurait au moins une sensibilité d'ergonome, ça peut lui donner des billes intéressantes pour comprendre un certain nombre de choses, me semble-t-il. On va peut-être s'arrêter là. Et ce qu'Albert David vient de dire me rappelle une phrase de Proudhon: celui qui a son idée dans le creux de sa main est une plus grande intelligence, en tout cas plus complet, que celui qui l'a dans la tête ne peut l'exprimer que par une forme. Voilà. Sur ces mots, merci d'avoir bravé les intempéries naturelles et politiques. Merci d'avoir été là. Merci à ceux qui sont en ligne. Ceux qui le souhaitent, on peut aller prendre un verre après. Voilà, pour continuer la discussion. Vous êtes les bienvenus. Voilà, on va essayer de trouver un troquet, peut-être pas loin. De l'autre côté du RER. Voilà. Dans Paris, alors. Parfait. Merci encore. Merci Albert. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Merci.